d'une part, et où, contrairement à des modes d'usage qui ont lieu dans les métropoles, où vous le savez, il y a de plus en plus de jeunes qui ne passent plus leur permis, et bien effectivement, en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze, on passe son permis très tôt pour avoir une voiture, et que ça, je dirais que ça renforce ce poids de la voiture. Vous l'avez aussi évoqué, on a un linéaire de voirie qui, à l'habitant, le nombre de kilomètres ramenés à l'habitant, c'est le plus fort, toutes régions confondues. Là par contre, on est en tête, donc forcément aussi, on a beaucoup de routes, de pénétrantes, que vous avez précisé, qui effectivement accentuent ces mobilités en voiture. Alors, on va maintenant mettre en exergue les points positifs. Nous aimerions rappeler tout d'abord que Limoges est avec Caen l'une des 2 villes de France où il y a, selon les années, entre 0 et 1 jour de non-pollution, de non-pollution. C'est-à-dire que les autres villes ont 4, 5, 6, 30 jours, et nous, on est en moyenne largement moitié moins que les pics de pollution moyens des autres villes. Donc là, on a un atout assez important. Insister aussi, et là j'engage ici aussi la parole du maire, Denis Rouget-Lamberty, que bien évidemment, la ville interagira et actionnera tous les leviers tels que le BHNS, donc je n'y reviens pas, tels que le PDU, je n'y reviens pas, tels que la poursuite des pistes cyclables, avec un engagement du président de Limoges Métropole à ce que pour chaque kilomètre qui serait enlevé, dans le plus qui soit créé autour, des annonces fortes, mais qui vont être faites par le maire de Limoges au mois de novembre, dont je vous promets qu'elles vont en tout cas influer sur les déplacements. Et puis attirer votre attention sur toute une série de petites choses, et il n'y a pas de petites choses, vous faire remarquer que d'ores et déjà, dans l'aménagement d'avenue Foucault, pour parler du centre-ville, ou aussi bien à la Batigue, autour des aires de jeu, eh bien, on a des pistes cyclables qui sont hyper sécurisées, et que quand vous vous déplacez, comme ça m'est arrivé cet été, eh bien, vous rencontrez des parents, des hommes, j'allais dire de surcroît, qui vous disent « Regardez, spontanément, je ne savais pas qui j'étais, regardez, les enfants font du vélo de manière hyper sécurisée à la Batigue, c'est très éloigné des voies de circulation. » Vous dire également que dans le cadre de l'aménagement Carnot-Marceau, on ne va pas se mentir, hein, il y a eu du frottement, il y a eu des échanges, on va dire pudiquement, et bien dans la nouvelle version qui sera présentée, enfin, j'allais dire enfin, on va dissocier totalement les déplacements piétons et vélos des déplacements voitures. On a tenu compte de ce que les habitants disaient là. Dire aussi que, avec Vélo, il y a eu cette expérimentation avec les jeunes à Vaudreuil de faire des sorties en vélo dans cette dimension loisir, et on a vu à quel point cela était un élément positif. Pour conclure, parce que je suis déjà à 6 minutes, avec l'autorisation de mon collègue et ami Jean-Marie Agénamont, je voulais vous donner les premiers chiffres, les premiers relevés en fait, qui ont été faits, où sur 3 axes, on compare la fin du mois d'août, le nombre de vélos qui passent, et la première semaine de septembre. Alors, une rue du centre-ville, dont je n'ai pas retenu le nom, je crois que c'est la rue Courreau. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, 99 vélos jour, dernière semaine d'août, 145 en moyenne, première semaine de septembre, plus 46%. Donc, les pistes cyclables, ça sert à quelque chose. Boulevard Louis Blanc, alors chiffre beaucoup plus faible, hein, je n'occulte rien. 19 vélos par jour, dernière semaine du mois d'août, 24 vélos par jour, première semaine du mois de septembre, plus de 26%. Et Armand-Barbès, on n'a pas les données pour le mois d'août, mais en septembre, on est d'ores et déjà à 32 vélos par jour. Et vous avez vu également les chiffres qui sont parus dans le populaire du centre sur le nombre de vélos qui ont emprunté un axe notoire. Vous terminez pour vous dire que oui, la ville de Limoges travaille en lien et en concertation avec l'ensemble des usagers. Il y a des propositions qui ont été faites d'aménagement de pistes cyclables, on va dire dites de loisirs, sur lesquelles nous réfléchissons, nous travaillons, qui seront mises en œuvre durant cette mandature. Mais en tout cas, effectivement, la mobilité à vélo et les mobilités douces, on se doit, en tout cas, et nous ferons en sorte qu'elles soient largement favorisées. Merci. Bon, et bien, s'ouvre maintenant. Alors, le challenge était à peu près tenu. Mais
maintenant, surtout, c'est à vous de poser des questions ou de faire part de vos remarques. Ce que je vous demanderai, comme il y a un peu de monde, nous avons un impératif, on ne va peut-être pas rappeler, mais il faudrait qu'on aille vers 20h15, voilà, puisqu'à 20h30, il faut que tout le monde soit parti. Donc des questions courtes ou des interventions courtes, et pareil pour les intervenants dans vos réponses. Voilà, monsieur Daël Sensi. Donc il y a un seul micro, ça va être un peu fastidieux en plus. Donc ceux qui ont des voix qui portent peuvent poser leurs questions de loin, sinon j'avais le micro, je ferai les allers-retours. Donc, qui veut commencer? Vous avez tout part. Merci bien. Donc, je voudrais faire une intervention purement négative. Une fois n'est pas coutume. Donc, je m'adresse aux associations. Dans un premier lieu, je trouve que c'est dommage qu'on s'adresse à utiliser le langage technocratique tout le temps, notamment mobilité, préserver le climat. Les CO2, on sait très bien que le CO2, c'est une très petite variable des problèmes de la crise écologique. Et qu'en plus, c'est lié à la financiarisation des bons CO2 qui s'échangent des entreprises sur du marché. Voilà, dans ce qui concerne les responsables des collectivités locales, bon, je pense que vous n'avez pas dit grand-chose au final. On aurait été le Club de France, vous aurez dit le contraire. Je ne vois pas trop ce que c'est affligeant. Merci. Alors, vous avez le droit de vous exprimer tout en restant pour toi, bien sûr. Alors, à son bouche, ça sera extrêmement bref, puisque c'est paru dans la presse, donc tout le monde l'a vu. Les motards en colère, je pense que tout le monde l'a vu, ont voulu se payer un élu, entre guillemets, qui est écolo. Donc ils sont venus me rencontrer. J'ai fait aucune déclaration derrière. Écoutez, monsieur, je suis désolé, j'ai pas tenu comme discours, puisque la preuve, ils ont porté plainte en sorte. Donc j'ai pas tenu aux motards un discours différent de celui que je tiens ici. Voilà, je suis le droit dans mes bottes. Je crois tenir le même discours à tout moment. Après, effectivement, on peut, le placer sur le terrain, vous le placez, qui est celui de la macroéconomie. On a essayé d'être dans une forme d'humilité en donnant des exemples de choses qui réussissaient, qui marchaient. Alors peut-être effectivement qu'on est d'un optimisme BA, peut-être que ça ne vous, ça vous touche pas le fait de dire que oui, il y a de plus en plus de vélos dans cette ville. Oui, je crois que je suis d'autant plus à l'aise que je ne suis pour rien dans la mise en place des pistes cyclables, mais en tout cas clairement, et le Véline d'une part, avec Limoges Métropole, précédemment, qui est un immense succès, 1075 vélos, dont 75% sont électriques, donc, et le Véline d'une part, et peut-être le confinement, on l'a dit, et la mise en place de ces pistes cyclables, appuyée par des chiffres réels, montre que le vélo est en train de trouver sa place, a commencé à trouver sa place, et ce soir, je ne crois pas qu'on ait dit qu'on avait envie de faire autre chose que d'accompagner ce développement. Je crois qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, on a conscience que, j'ai parlé d'intoxication de la voiture, voilà, je n'ai pas employé un terme par hasard. Je crois qu'il faut se désintoxiquer, nous tous. Est-ce que quelqu'un des associations qui étaient aussi interpellées veulent apporter une réponse là, sur les questions de CO2, mobilité, argumentaires? Jérôme? Alors peut-être que face à l'ampleur des enjeux, finalement, on se moderne même, et on a l'impression que l'enjeu est tellement grand et que le pas à franchir est tellement grand, qu'en fait, finalement, on va moins loin que là où on devrait aller. Et effectivement, quand on regarde les objectifs du PDU, 4%, c'est rien, c'est pas 4% qu'il va falloir faire. 4%, c'est négligeable. Quand on aura fait 4%, après, on va dire qu'il va falloir faire 10% par an. Donc, on est effectivement sûrement pas assez... on va pas assez loin, je pense qu'on sait tous qu'on va pas assez loin. Et nous, c'est pour ça qu'à travers le vélo, il y a certaines solutions.
Pourtant, on a vraiment les moyens d'aller loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas assez loin, et économiquement parlant, avec peu de choses, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait, et même que les objectifs qui ont été fixés par le PNUD. Ok, merci. On peut rappeler que l'objectif national, c'est 9%, c'est ça, à l'horizon. Oui, mais c'est même insuffisant. Oui, c'est même insuffisant. Ça reste insuffisant. Non. Sinon, il y a une autre question. On la prend. Oui, j'ai une question très pratique pour les gens qui habitent en centre-ville dans des immeubles et qui n'ont pas de garage. Comment peuvent-ils faire pour... moi, je connais quelqu'un qui a eu le vélo fracturé parce qu'il était obligé de le laisser dans la rue. Et est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées pour créer des parkings pour vélos en centre-ville? Alors, qui veut répondre? Oui, alors la création de parcs vélos en cœur de ville, c'est une compétence bien évidemment communautaire, mais peu importe. On la réalise ensemble, on travaille dans une osmose vraiment totale. C'est développer les arceaux, c'est en cours, les arceaux un peu partout. Malheureusement, là où on a mis des parcs vélos qui sont sécurisés, qui ferment jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas très utilisés pour plusieurs raisons. Peut-être qu'ils sont même placés, je vous rejoins, je pense. Initialement, ils étaient placés près des arrêts bus, et peut-être qu'il faut les développer et les mettre dans d'autres lieux où on peut effectivement les sécuriser. On va le développer sur le campus universitaire, où là, ça sera par des voies numériques qu'on pourra les sécuriser, ouvrir et fermer notamment. On va les développer d'une manière assez importante. Parce que, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, le vélo se développe. On ne peut pas dire le contraire, se développe de manière relativement importante. J'en veux pour cause, tout simplement, on a donné des aides, l'État a donné des aides. 50 € pour les réparations. La communauté urbaine, 50 € pour l'acquisition d'un vélo. Aujourd'hui, les vendeurs de vélos sont à sec, ils n'ont plus rien, même les plus grandes enseignes. Il n'y en a plus, donc il faut réapprovisionner vite les stocks. Tout à l'heure, je parlais du volet économique. Le volet économique, ça fait repartir les petits artisans. Les petits artisans qui réparent les vélos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réparations qui sont demandées. Tout le monde ne veut pas, les vélos ne peut pas satisfaire toutes les réparations qui sont sollicitées. Donc, le privé en récolte les bénéfices, on relance l'artisanat à travers la vente et la réparation des vélos. C'est clair, c'est net, ça sera bientôt chiffré. Le stationnement, quand on est dans un immeuble, oui, bien sûr. Peut-être vous adressez aussi à votre syndic pour qu'il crée un lieu à l'intérieur de l'immeuble. C'est pas interdit. C'est pas interdit pour qu'il soit sécurisé. Mais mettre des parcs fermés la plupart du temps, mais pas forcément, s'ils ne sont pas fermés, bien sûr, il peut toujours se passer à des choses indélicates, notamment la nuit. On est certain, mais ça c'est la délinquance, c'est un autre sujet. Vous pouvez avoir votre voiture rayée ou votre moto crevée et votre vélo massacré ou percé, c'est certain. On ne peut pas arriver au risque zéro. Mais bon, tout ce que j'ai dit là, c'est à mettre en œuvre. C'est à mettre en œuvre et à développer. Pourquoi? Parce que le vélo se développe. Et comme le vélo se développe, tout ce qui est accessoire autour du vélo doit se développer. D'accord, mais il y a peut-être une solution assez simple, c'est de demander aux gestionnaires de parking souterrain de laisser un petit peu de place au vélo. Alors, excusez-moi, je l'ai oublié dans la liste, ça fait partie de la liste. Voilà. On a même des commerçants, je vais vous donner un exemple, les commerçants des halles. Il y a beaucoup de commerçants des halles, des salariés notamment, qui viennent à vélo. Oui. Et ils ne savent pas trop où garer dans les lieux. Donc ils veulent un emplacement en dessous dans le parking. C'est à l'étude et ça va se faire. Vous voyez, illustration par exemple. On peut d'ailleurs rappeler le ratio à peu près, c'est une place de voiture, 10 vélos. C'est à peu près. Oui, à peu près sur un parce que si on condamne une place de voiture, on peut garer une dizaine de vélos. J'ai pas besoin de micro. D'accord. Je voudrais vous poser une question qui peut toucher à la fois les élus et puis les associations. On a tracé des pistes provisoires en jaune et c'est une discussion au café avec tous les collègues qui ne sont pas cyclistes, qui ne sont pas utilisants et qui sont tous vent debout contre ces pistes qu'ils appellent des pistes cyclables et que moi j'appelle des voies de bus.
pour les embêter. Et quelle va être votre manière de développer le BHNS dans ces conditions? Parce que vous allez devoir vous battre pied à pied, mètre par mètre, pour enlever par-ci une place de stationnement, pour, voilà. Et les commerçants, vous avez une pression médiatique. Et nous, on ne nous entend pas pour vous dire qu'on a envie que ça se fasse. Voilà. Déjà, je vous remercie pour ces propos de soutien. Oui, alors, vous savez, ces pistes accélérées, j'allais dire, dans leur essai, elles vont nous servir de galop d'essai. De galop d'essai, justement, pour le BHNS et les voies dédiées qui vont être nécessaires pour ce type de transport. Et quand vous dites de manière assez maligne les voies bus, je comprends un petit peu votre angle d'attaque, vous avez raison. Aujourd'hui, ces voies-là, il faut le dire, ce sont des voies bus accessibles au vélo et également au taxi. On l'a oublié, mais il faut en parler. Croyez-moi qu'il n'y a pas de taxi aujourd'hui, ils sont plutôt satisfaits de ces voies-là. Et leur clientèle aussi. Je reviendrai sur l'emploi des taxis tout à l'heure par rapport au transport, s'il y a une question qui vient dessus, ou sinon j'en parlerai directement. Donc, ce qu'on vit en ce moment avec les pistes cyclables, on le considère justement comme quelque chose de très positif, comme un galop d'essai pour la future mise en place du BHNS. Je sais qu'il nous reste du travail et que ça ne va pas toujours être facile. Alors, un compliment, avant de prendre deux autres questions. Il y a aussi une solution, il y a énormément de véhicules qui rentrent dans Limoges, dans l'agglomération de Limoges, et qui répètent une solution à travailler sur le report modal dans le département. C'est-à-dire le temps qu'on perd en ville pour se garer, on peut le gagner dans se garer à la gare à côté de chez soi, et d'arriver directement en centre-ville ou dans le lieu auquel on peut. Et je pense que là-dessus, il y a une réflexion engagée peut-être avec les PCI en périphérie. Voilà. Elle est déjà entamée. L'illustration des transports en commun, c'est les parcs relais, justement, qui est la première occasion pour le faire. Après, plus largement, dans le département, même dans les territoires les plus perdus, les plus pauvres. Oui, je pense au niveau départemental que l'on peut faire des améliorations, des aménagements qui prennent en compte aussi les gens qui viennent bien au-delà de 10, 15, 20 km, qui ne pourront pas se déplacer et qui ne devront pas se déplacer avec un véhicule jusqu'au centre-ville. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui? On peut leur proposer, à partir du milieu rural, gagnant la ville, de partager le véhicule, déjà, du covoiturage. Il y a 10 ans, il n'y avait pratiquement pas d'aires de covoiturage sur le département. Aujourd'hui, je ne sais plus le nombre d'aires que l'on a mises en place. Elles ont toutes un réel succès. On les voit de plus en plus occupées. Il y en a même que l'on est obligé d'agrandir. Et je pense que c'est de cette façon-là aussi que l'on peut communiquer. C'est-à-dire que c'est un signal que l'on envoie à la population, aux gens qui viennent. Ils se disent, mais pourquoi je n'essaierai pas aussi de faire du covoiturage? Mais ça n'empêche pas l'arrivée des véhicules au centre-ville s'ils doivent se rendre au centre-ville. Donc il y a nécessité de coordonner à l'entrée, à la périphérie, des parcs relais qui permettent aux gens de poser leurs véhicules et d'aller ensuite à des endroits différents ou de prendre un véhicule tel que le vélo pour pouvoir se rendre sur le lieu de travail. Donc il y a toutes ces modifications des modes de déplacement. Je crois qu'il faut le faire, et c'est là où je trouve que l'on pourrait peut-être faire mieux, avec une vision beaucoup plus globale. On ne peut pas améliorer uniquement une partie sur la ville ou sur un quartier. Il faut, et c'est une préoccupation que nous devons avoir quand on est avec vous et en concertation, une vision globale de tous les déplacements à l'échelle du département. Donc il y a plusieurs possibilités. Je crois qu'on ne révolutionnera, on ne passera pas de ce qui existe aujourd'hui à l'opposé très rapidement, mais il faut qu'on le fasse à travers un objectif, un axe, une orientation.
un schéma sur lequel il faut que l'on puisse travailler. Parce que aujourd'hui, il y a aussi une envie de certaines personnes de se déplacer autrement, mais ils ne savent pas comment faire. Donc il faut qu'on leur dise aussi comment on peut les accompagner dans cette modification. Et j'en profite pour dire par rapport aux pistes cyclables, qui sont aujourd'hui nécessaires. Le département a un certain nombre de voies départementales sur lesquelles il est dangereux de faire en même temps du vélo, de la voiture, etc. Mais il y a des axes qui sont aujourd'hui secondaires. Je pense à l'ex 141 qui va de Limoges à Saint-Julien ou de Saint-Julien à Limoges. Et l'ex national 20. Eh bien là-dessus, il faut que l'on puisse faire une cohabitation, une coexistence des différents usages. Donc c'est la décision que l'on a prise avec un marquage bien net, avec une séparation, avec un ralentissement des véhicules, avec une voie plus resserrée pour les véhicules et laisser plus de place aux vélos. Donc sur ces axes-là, qui sont des anciens axes avec le trafic qui était plus important à l'époque, il faut que l'on puisse leur donner une deuxième vie avec des usages nouveaux. Voilà ce que je voulais dire à ce moment de l'échange. Merci beaucoup. Alors, il y a 4 questions. Ah non, ça double. Donc, alors là, encore plus court, des deux côtés. Merci, bonsoir. Je me félicite de cette réunion. Je voulais juste faire une remarque personnellement, c'est qu'effectivement, le problème des mobilités, c'est bien un problème d'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, les questions qui ont été posées ce matin, en introduction, sont intéressantes. On a posé des questions, comment êtes-vous venu? La question intéressante était, qu'est-ce qui fait que vous avez été obligé de venir en autosolisme à cette réunion ce soir? C'est ça qui est intéressant parce qu'on ne peut pas, comme il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir en voiture. Donc c'était ça, je pense, une question qui aurait été quand même intéressante. Donc c'est un problème d'aménagement du territoire. Et il est aussi significatif d'ailleurs qu'il y a d'autres acteurs d'aménagement du territoire. Je pourrais citer, pour des raisons pro bono, la région, qui est complètement impliquée dans le problème de mobilité, puisque la région a été responsable du schéma du SRADET, un schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité de territoire. Et donc, il y a toute une chaîne de transport et de mobilité qui va beaucoup plus loin que ce qui est juste évoqué ici. D'un côté, c'est la partie transport aérien, aéroportuaire, TER, et tous ces défis qui sont en fait d'intermodalité. Et à un autre niveau qui n'a pas du tout été abordé ici, ce que je répète, c'est la marche. La marche est le premier moyen de locomotion des êtres humains. Et à la limite, le fait de le mécaniser par le vélo, c'est quelque chose d'intéressant, mais ce qui est absolument important, c'est d'avoir des villes, un aménagement du territoire qui permet de marcher, et d'ailleurs, soit dit en passant, l'intermodalité entre toutes les différentes palettes de transport qu'on peut utiliser, sa première couture, c'est quand même la marche. C'est ce que je voulais dire simplement. Donc, pensez à la région quand même qui a fait un SRADET, je pense qu'il est vraiment un outil pour aménager le territoire, que les solutions de mobilité sont des problèmes d'aménagement du territoire. Il y a des gens qui utilisent la bagnole pour aller à Calamity Village parce qu'on a construit un Calamity Village. Si on n'avait pas construit, on n'utiliserait pas la voiture pour y aller. Voilà. Donc, réfléchissons là-dessus, puis pensons à la dernière chose. Il y a la marche à pied, j'insiste, c'est quand même le premier moyen de locomotion non polluant et le moins dangereux de tous, et d'excellent pour la santé qu'il ne faut pas utiliser. Donc, il faut évoquer aussi lorsqu'on parle de mobilité pour préserver le climat. Voilà. Merci. J'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est tout à l'heure, vous parliez de pistes cyclables avec des séparations physiques par rapport aux routes. Jérôme en parlait de communiquer avec les usagers. Et du coup, je voulais vous faire un retour par rapport à ça. C'est qu'avec une séparation physique, le problème, c'est que les balayeuses ne peuvent pas passer sur la route. Et à long terme, il y a des bouts de verre et des petits cailloux. Et ça devient dangereux pour rouler dessus. Et il y a des fortes chances de crever aussi. Et si on crève à 30 km de chez soi et qu'on n'a pas de quoi réparer, ça devient beaucoup moins rigolo. Voilà.
Et une autre chose que je voulais dire, c'est que vous avez parlé du fait que les voies cyclables qui sont peintes en jaune actuellement sont une amorce pour préparer l'arrivée du bus à haute fréquence. Mais du coup, ces pistes cyclables, qu'est-ce qui va alors arriver à long terme? C'est le bus qui va venir se poser dessus puisque de la façon dont ça a été dit, j'ai eu l'impression que c'était ça, que le bus se poserait sur ces nouvelles pistes cyclables. Et donc, pour les cyclistes, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et est-ce qu'on aura d'autres pistes cyclables, etc. Je vous propose qu'on prenne une autre question. Donc, notez la question de l'entretien des pistes cyclables s'il y a du séparateur, et puis la question de l'avenir. C'est pas du tout sur le même thème. Mais ça fait rien, on va prendre. Monsieur Dufond, il peut parler, monsieur Dufond? Fort? Il est communément admis que les bus à Limoges est bien desservi en termes de bus. Toutefois, en soirée, donc de 20h30 à minuit, il n'y a que deux lignes de bus qui fonctionnent, la 21 et la 22, dont les horaires sont très peu fréquents. Les desserts sont très peu fréquents. Toute municipalité confondue, ça tourne depuis 30-40 ans, c'est comme ça. Donc, je sais bien qu'il y a des enjeux économiques au sens des taxis, évidemment. S'il y avait des bus qui fonctionnaient régulièrement de 20h30 à minuit, ils auraient moins de clients, évidemment. Et puis, on parlait de vélo. Il faut bien dire que de 20h30 à minuit, les personnes qui doivent se déplacer, qui se déplacent, ils ne peuvent pas revenir à vélo. À ce temps-là. Ça serait bien d'avoir plus de bus à Limoges. Alors, donc deux questions. Un sur la fréquence des bus, et on n'oublie pas la vôtre sur les pistes cyclables. Oui, vous en souvenez? Donc pour le nettoyage, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un charge à voirie sur les villes. Effectivement, les petites surfaces, c'est beaucoup plus délicat à nettoyer qu'une ronde. Et ça peut générer des oublis. Il va falloir travailler. Des balayeuses petit format, ça existe. On peut adapter aussi, peut-être. On l'a pas aujourd'hui. La séparation physique. Oui, mais la séparation physique, on peut l'enlever aussi. Et puis c'est plus facile à nettoyer, on est d'accord. Mais à certains endroits, au niveau sécurité, peut-être qu'il faudra la conserver. C'est un débat. Voilà. Ça, c'est pour le nettoyage. Vous m'avez parlé, vous aviez votre crainte, c'était que le BHNS écrase les vélos quand il arrive. Non. Pour deux raisons. Les pistes dédiées aujourd'hui, bus, vélo, taxi, ne seront pas forcément les mêmes pour le BHNS, déjà. Ce n'est pas toujours identique. Et sachez que là où il y aura une voie dédiée pour le BHNS, les vélos doivent fonctionner avec. Partout où il y a des BHNS, le BHNS n'est pas plus dangereux, même beaucoup moins, que les bus qui circulent aujourd'hui avec les vélos sur les voies communes. Donc ça sera exactement le même schéma. C'est-à-dire que les zones BHNS pourront être, et à certains endroits seront également empruntées par les vélos. Comme aujourd'hui sur les pistes où bus, vélo, taxi sont ensemble. Et est-ce que ce sera pensé de manière à ce que les voies, par exemple, s'il y a des doubles... Pardon. Non, on ne va pas lancer le débat, je crois que... D'abord parce qu'il y a pas mal d'autres questions, c'est un point qui vous intéresse. Je réagirai pas sur la fréquence des bus. Oui, sur la fréquence des bus, oui, bien sûr, c'est une remarque qui nous est, au niveau de la STCLM, régulièrement faite, et vous avez entièrement raison. Dans la réorganisation du réseau, il y a une réorganisation des horaires. Alors, c'est par morceaux, tout à l'heure, je vous ai dit, on commence par l'axe Couzex-Andouge-Limoges, mais il y a une amélioration au niveau de la desserte le soir, mais pas que le soir, le matin aussi. Parce que le matin, on a des gens qui embauchent très tôt. Des gens qui embauchent au CHU, il y en a qui embauchent à 5h, 6h. Et ça, ce n'était pas prévu dans l'ancien cycle. On va le prévoir, on a élargi les horaires. Selon les lieux et selon les zones desservies, parce que ça a son importance. On ne va pas mettre un horaire décalé là où on n'en a pas besoin. Mais le principe, c'est de s'adapter. Voilà. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les établissements scolaires, quels qu'ils soient, primaire, secondaire, on travaille avec eux, principalement primaire sur la ville, pour
éventuellement essayer de décaler les horaires d'entrée des classes. Ça se fait dans certains établissements. Et ça nous permet, nous, derrière, de décaler également notre flux passagers et voyageurs. Parce que dans un laps de temps très réduit, 1 heure, pas plus, on a de la surcharge qui nécessite des gros moyens qui nous sont plus utiles pour le reste de la journée. Donc, il faut que chacun y mette du sien, il faut qu'on réfléchisse. On a commencé des réflexions avec l'inspection d'académie, avec le rectorat. Je pense qu'on peut y arriver. Et cette période qui est malheureuse aujourd'hui nous permet d'appréhender ces sujets de manière plus rapide. De 20h30 à minuit, sur la ligne, sur les 2 lignes qui fusionnent la nuit, donc 21 et 22, depuis 30 ou 40 ans, c'est les mêmes horaires. Hein, mais on est d'accord. Vous êtes d'accord? Des améliorations. Autre, les micros, vous pouvez. Alors, je me déplace. C'est dommage, la faculté nous a rationné. Je vais repartir de quelque chose que M. Lebois nous a dit, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des effets structurants auxquels il faut veiller, voire bousculer. Moi, je vais prendre un exemple très simple, c'est le mien. J'aurais pu venir en tram-train et avec un vélo, venant d'Aix-sur-Vienne. J'aurais déjà résolu le problème du dernier kilomètre, c'est toujours celui-là qui n'en pas. Bon. J'aurais pu venir aussi en vélo, dans ma voiture, et prendre mon vélo dans ma voiture, si j'avais quelque part de quoi stationner ma voiture. Le jour où le propriétaire du Super U de la rue François Perrin au Ramard, c'est quand même un sacré lieu de stationnement pour ceux qui veulent absolument prendre des transports en commun. Il y a un souci de ce côté-là, cette partie pénétrante. Maintenant, il y a un troisième problème qui touche la commune d'Aix et l'accès à Limoges. Je suis élu à Aix et dans l'opposition, et nous avons une réflexion autour de ça. Aix-sur-Vienne a un national qui la traverse et qui vient tout le long de la Vienne depuis Limoges. On a là une voie qui est plate, on dirait facilement utilisable à vélo. Ce qu'on aurait tort que toujours, c'est de dire ah oui, mais c'est une nationale. Il faut pouvoir aussi laisser passer les camions. Alors, j'en parle aux élus qui sont là, parce que vous êtes tous les deux collectivités sont concernées. Si on échangeait la nationale 21 contre l'année 2000, la partie départementale, je dis, on peut avoir une départementale avec un gabarit, et là, ce que vous avez dit tout à l'heure concernant par exemple l'ancienne direction de Saint-Julien, peut se mettre en place et par un grand frais. Plus permettre en même temps à la traversée de la d'Aix-sur-Vienne d'être aménagée aussi, parce qu'on ne peut pas. On nous explique qu'on peut même faire passer, il faut laisser pouvoir faire passer des convois exceptionnels. Il y a des champions du volant pour ça. Hein. Mais franchement, et les poids lourds, ils passent aussi. Logique. Mais les GPS, ils ne font pas passer d'abord sur le départemental l'année 2000. Donc, on ne rêve pas, mais ça veut dire qu'il faut bousculer l'État. Il faut que Limoges veuille bien modifier aussi l'implantation d'une nationale qui la traverse complètement depuis l'autoroute. Et il faut aussi que le département veuille bien discuter avec tout le monde pour voir comment on peut mieux améliorer ça. Sinon, on ne joue pas sur les aspects fondamentaux qui sont les axes structurants. On peut toujours inventer des pistes de vélo. Enlevons les voitures de fer, on va pouvoir rouler aussi. Attention, c'est pas ça. J'ai fini. Alors, pas de réponse. Enfin, en tout cas, le débat est ouvert là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, d'autres questions? Alors, j'en ai plein, là. Je vais peut-être faire en proximité. Ma question est courte. Est-il envisageable d'imaginer une ligne expérimentale tram-tram? Où est-ce que vous la voyez?
Alors, la proposition? Alors oui, il sera envisageable, on y travaille, puisqu'en interne, en fait, pour décrire un petit peu le collectif PSP, on est une sorte de bureau d'études citoyens, on a beaucoup de compétences en interne. Personnellement, je suis urbaniste spécialisé dans l'aménagement du territoire. Nous avons des ingénieurs ferroviaires, des juristes travaillant avec nous, donc on est en lien avec les services techniques également des collectivités. Et donc dans les dernières modélisations sur lesquelles on est en train de travailler, en fait, il y aurait les tronçons Thiviers-Guéret et Coussac, la souterraine, qui pourrait être intéressant pour expérimenter le train-train. Alors dans un premier temps, ça consisterait juste à changer les horaires et à se calquer sur les histoires de bassin de vie, ce que vous expliquez pendant la présentation. C'est pas un investissement massif, c'est juste dire que le TER, il arrête de desservir les principaux pôles urbains, il se cale sur le schéma du bassin de vie, donc nos déplacements et nos besoins du quotidien. Et ça, dès aujourd'hui, c'est possible. Il suffit juste que les acteurs locaux, en particulier la région qui gère les TER, décident de le faire. On est en train de parler avec eux. Ok. Attends, il y avait des questions. J'ai vu des mains se lever. C'est pas une question, juste un bref retour en arrière, très bref. Donc, ça pourrait nécessiter une table ronde sur le sujet. Non, mais derrière tout ça. Oui, d'accord. Donc, derrière tout ça, il y a l'énergie, et je reviens juste sur des termes employés, des notions employées au départ, sobriété, et puis un peu abordé par Jérôme, vélo, la voiture électrique, la voiture à hydrogène, etc. Derrière tout ça, bon, j'enfonce des portes ouvertes pour la plupart de ceux qui sont ici, mais pour le commun des gens, il y a la voiture propre, l'énergie propre. Ça n'existe pas. Je vais citer une formule qui n'est pas de moi du tout, qui est bien ancienne. Il n'y a d'énergie propre que celle qu'on ne consomme pas. Et l'hydrogène, on ne le trouve pas sous nos pieds. Et toute énergie, en fait, on ne la produit pas, on ne la consomme pas, on ne fait que la transformer. Et donc, voilà, ça n'appelle pas de réponse. Il faudrait remettre ça dans l'imaginaire des gens. Alors, je crois que ça a été dit tout à l'heure, cette oublier de la sobriété. Avant toute chose. Ouais, ma question était toujours en rapport avec le cadre urbain, on en a parlé avec la question de madame. C'est vrai qu'il y a effectivement, on a la chance d'avoir des projets intéressants qui émergent via le train-train. Je pense qu'il serait extrêmement intéressant et pertinent que les élus se saisissent de ces questions, vraiment. De ne pas dire que c'est OK à la région parce que c'est elle qui est compétente. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait la preuve qu'il y a une volonté politique locale très forte pour pouvoir aider justement les associations qui font ce travail merveilleux, de pouvoir justement faire émerger ce genre de projet qui deviennent un jour réalité. Merci. Très bien. Allez-y. Vous parliez à un moment donné du trolleybus et vous aviez envie d'en dire plus, je vous en donne l'occasion. Et j'avais une question au passage, c'était est-ce que ça serait possible, envisageable, la gratuité des systèmes de bus, puisque du coup on sait qu'à partir du moment où on a une gratuité, on sait qu'on a une utilisation qui est beaucoup plus forte de ces systèmes-là et ça fait quand même une utilisation après, voilà, c'est aussi une plus-value qui est visible, qui est notable pour la ville. Alors, la gratuité des transports, d'abord le département, et puis ensuite... Question technique, quelle est la part finalement des rentrées d'argent des billets par rapport à la gratuité? Ok. Sur les deux précédentes questions, et de la vôtre pour appuyer, même si ce n'est pas dans notre compétence, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens pour le réaliser, mais comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, pour un département comme le nôtre, on est dans le cadre d'une volonté de l'aménager. Et ça fait partie de l'aménagement du territoire. Donc, bien entendu, si ce projet, je ne sais pas à quel stade il est, de le porter à notre connaissance simplement pour que l'on puisse aussi l'appuyer et pour le faire aboutir, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire. Par rapport à votre intervention sur l'ancienne route d'Aix, sur la nouvelle route d'Aix, sur la nationale au bord de la Vienne, oui, elle est parfaite pour en faire un usage autre que celui d'aujourd'hui.
Et je pense que cette proposition, elle est tout à fait entendable. Si l'État veut bien nous prendre la D2000, on la lui laisse. On a déjà laissé une partie de la D2000 telle que le département l'avait conçue entre Grosseray et Couzex. Il n'en a pas fait grand-chose. Mais il a. Et le reste, c'est toujours le département. Et moi, je suis d'accord pour relever ce défi, d'autant plus qu'on va avoir, pour fluidifier ou pour retirer de la circulation dans Aix, la route D20 qui vient de Chalut ne va plus retraverser Aix, ne va plus aboutir à Aix, elle va aller directement à la sortie, alors je ne sais plus quel rond-point, tout à fait à l'extrémité d'Aix. Donc tous ces véhicules-là, il faut qu'on les envoie sur la D2000, et si elle peut devenir nationale, et ce sera très bien, mais l'État aujourd'hui ne se fait pas très pressant pour récupérer les routes, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il nous fait des propositions. Et après, la route qui est le long de la Vienne, elle est idéale pour le déplacement en vélo. On voit bien qu'il y a beaucoup de cyclistes qui la pratiquent, et aujourd'hui elle est dangereuse par rapport aux véhicules. Donc pour faire, je reviens à la question de madame avec la cohabitation, avec les barrières, les séparations plus ou moins physiques, plus ou moins matérialisées. La meilleure façon de faire ralentir un véhicule, c'est de réduire la largeur de la voie. Et sur une voie comme celle-ci, il est tout à fait possible de la réduire si elle a une autre utilisation. Donc c'est un projet, effectivement, qui peut être intéressant avec une continuité par rapport à ce que je viens de dire. La gratuité Non, c'est pas bon. Je suis d'accord avec vous. Bon, oui, vous m'avez posé d'abord quelques questions sur les trolley, hein, c'est ça, d'abord, et puis après sur la gratuité. Bon, les trolley, j'ai dit en propos préliminaire, c'est emblématique de la ville, hein, c'est une histoire. Mais c'est un savoir-faire aussi. Là, il faut savoir que les ateliers de la ville, de la STCLM, ont un savoir-faire en électricité qui aujourd'hui est séculaire. On est regardé de partout. On vient nous chercher des idées, des concepts, de l'aide de partout. Parce qu'aujourd'hui, comme l'électrique a un peu plus le vent en poupe, on redevient à la mode. Si bien que lorsque nos deux circuits de VHNS seront mis en place, on conservera les trolleybus, qu'on améliorera avec des véhicules nouveaux. Je ne sais pas si vous avez vu, on en a reçu 3 déjà, qui sont des articulés, sont des trolleys sur RAM. Ils ont cette particularité, c'est le dernier cri à peu près des trolleys. Ils chargent leur batterie sur le filaire, et après, en rabaissant les rames, ils ont une autonomie d'environ 8 km. Ce qui nous permet, le jour où on en aura assez au niveau de la flotte globale, d'enlever du filaire, notamment le cœur de ville ou touristique, parce qu'on n'en aura plus besoin. Nos trolleys se suffiront à eux-mêmes en se rechargeant régulièrement et en étant indépendants pendant, je vous l'ai dit, environ 8 km, et c'est en train de faire des progrès encore. Donc on va en acquérir d'autres dans ce style pour essayer de faire rouler cette flotte dans le cœur de ville. Ça, c'est l'aspect trolley. Et croyez-moi, comme il tient, moi je suis très attaché parce que quand j'étais scolaire il y a bien longtemps, je prenais le trolley et je me souviens bien quand il déramait régulièrement, c'était le chauffeur lui-même qui passait par la fenêtre de son poste de conduite, qui montait sur le toit, qui remettait les rames et qui revenait sur le siège pour conduire. Imaginez ça aujourd'hui, je crois qu'il y aurait quelques soucis. Mais pour vous dire quand même que c'est bien l'histoire de notre ville. Après la gratuité, j'allais dire pourquoi pas, c'est un sujet. Vous avez abordé la diététique. La diététique représente 25% du total. 25%. C'est-à-dire à peu près 5 millions. 5 millions, c'est pas négligeable. 5 millions, c'est l'achat de 5 bus dont je viens de vous parler. Ça vaut 1 million de pièces. Ça engage des frais aussi, la billettique. Oui, mais croyez-moi qu'on a fait le... Voilà. Ça engage aussi la billettique, enfin le fait de payer, la responsabilité individuelle. Sur les questions qu'on a posées, il y a beaucoup de gens qui nous disent, laissez-le. Vous savez, bon, il y a des tarifs, aujourd'hui on est dans les plus bas tarifs de France. On est très bas au niveau du tarif. C'est une question d'usage, après. Oui, oui. Après, on rentre dans le bus, on y est. Non, mais c'est un débat que j'accepte et vous avez raison. Et sachez que même
à l'intérieur de la STCLM, même de la ville et a fortiori la communauté urbaine, c'est un débat qui existe. Croyez-moi, qui s'est reposé récemment. Bien sûr qu'il existe. Et qu'il est toujours là, présent, et pourquoi pas y arriver, mais il y a le pour, il y a le contre. Il faut toujours bien le peser, voilà. Parce que c'est difficile, après on ne revient pas en marche arrière. Et après on a les essais des villes qui l'ont fait, où c'est pas toujours très concluant pour différentes raisons. Je pourrais vous en parler longtemps, mais des villes comme jusqu'au nord, le Caire, tout ça, n'en sont pas forcément très satisfaits pour plein de raisons. Certaines que je viens d'évoquer à l'instant. Donc il y a le pour, il y a le contre. Alors, je suis désolé pour toutes les mains qui se sont levées, mais on est obligé d'arrêter là. On peut constater que ça suscite quand même des interrogations et pas mal de remarques. Mais c'est l'heure du mot de la fin, donc président d'Alter. Merci encore à tous d'être venus. Donc, pour ma part, en tant que citoyen, j'ai hâte de voir tous ces projets à l'œuvre, de voir le vélo reconquérir la ville, le train-train avancer. Et puis, je pense que peut-être ce qu'on a moins dit, c'est peut-être l'aménagement urbain, la marche en ville. C'est aussi une occasion peut-être de revaloriser le centre-ville et puis d'avoir plaisir aussi à remarcher dans la ville, à pratiquer le vélo. Voilà, donc merci à tous. Juste avant de partir, vous avez sur la table au fond un petit chapeau. Un petit chapeau, c'est pour une éventuelle participation aux frais engagés par Alter pour organiser cette table ronde, notamment les frais de location de cet amphithéâtre. Voilà. Merci. Je voulais rappeler à tout le monde que dimanche, beaucoup le savent bien sûr, il y a la métropolitaine. Hein. J'espère qu'il y en a beaucoup qui y participent. Cette année va être encore une preuve du développement du vélo. Nous avons fait carton plein sur les inscriptions. Donc j'espère qu'il ne pleuvra pas trop, malgré ce qui est annoncé, et que ça se déroulera parfaitement, parce que ça contribue à la promotion du vélo. Genre, ça fait quasiment fin juin que j'ai pas vu tellement sur un fil à... C'est pour ça que ça fait longtemps que je l'appelle. Bon, après, ça fait franchement, je sais pas si c'est bien à Bordeaux, vu que c'est pas encore en mais la Béroute, c'est à la cool. Voilà. Et là, le mec, voilà. Non, pour 35. Alors le son est pas ouf. Ah oui, il y avait rien. C'est sinon le matin, pas tomber d'après-midi. Mais quand on a l'atelier, il faut... Mais je suis pas sûre parce que l'école est quand même ouverte. Ouais.